Bonjour à tous, et du coup voilà, je suis très honoré de venir faire ce premier talk pour la HitShack 2022. On va parler de comment on fabrique des reverse shells. Donc on va voir ensemble comment on fabrique des reverse shells et comment on peut comprendre les payloads qui existent actuellement pour en fabriquer à partir de n'importe quoi quand on est bloqué dans un pentest et qu'on a besoin de fabriquer une nouvelle payload. Donc pour contexte, je m'appelle Rémi Gascou et je suis consultant en sécurité offensive chez Capgemini. Et je suis aussi pentest team leader sur l'équipe de Toulouse où on est 3 pentesters maintenant. Donc dans ce talk, en premier, on va voir qu'est-ce qu'un reverse shell. On va regarder ensemble qu'est-ce que c'est, comment ça marche, voilà. Ensuite, on va revenir sur les différents éléments qui sont nécessaires pour fabriquer un reverse shell. Donc ça va être les blocs de base qui nous permettent de fabriquer des reverse shells de manière générale. Ensuite, on va essayer d'utiliser ces blocs pour construire un reverse shell à partir de rien avec wget dans un cas de pentest que je vous expliquerai qui m'est arrivé. Donc tout d'abord, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'un reverse shell dans le sens où un shell classique, tout le monde connaît, c'est on va d'un client vers un serveur et on va se connecter à un serveur qui est accessible depuis ce client. C'est le cas de tous les shells classiques de Telnet, SSH, ce genre de choses, où on va taper une IP publique qui est notre serveur. Dans le cas d'un reverse shell, c'est l'inverse, dans le sens où c'est notre serveur qui va s'authentifier vers notre client. Ça peut être fait de plusieurs manières. Par exemple, si c'est une application web qui est exposée sur Internet, si on met une payload sur cette application web qui permet d'exécuter du code, on peut demander au serveur qui se connecte à nous. C'est très intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, ça nous permet de bypass des restrictions réseau, dans le sens où ce serveur, typiquement, s'il est dans un réseau local, par exemple le réseau interne comme votre réseau de maison, s'il est dans un réseau local, ce serveur n'est pas accessible depuis Internet. On ne peut pas, depuis Internet, le taper directement. Par contre, ce serveur peut avoir accès à Internet. Donc si on arrive à exploiter ce mécanisme pour demander au serveur de s'authentifier à nous, l'avantage de ça, c'est que ce serveur il va bien pouvoir s'authentifier vers la machine qu'on veut, vu qu'il a accès à Internet, mais nous, on n'a pas accès à lui. Donc les reverse shells sont très utiles dans ce genre de cas. Maintenant, à quoi ça ressemble? Bon, basiquement, c'est une petite ligne de commande. En haut, ce que vous voyez sur l'écran du haut, c'est une machine qui nous sert de pentest, sur lequel on va listen sur le port 4444, et ensuite, sur le terminal du bas, on va taper une petite payload pour effectuer un reverse shell et demander au terminal du bas de se connecter au terminal du haut. Et là, comme on voit, on peut s'authentifier, on peut taper des commandes. Ces commandes sont envoyées au serveur distant, exécutées, et on a la réponse en retour. Par le Wi-Fi et du Roam. Voilà, donc nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce type de payload, comment elles sont faites, et on va essayer de comprendre comment on peut en construire. Donc, pour le contexte, comme ce que je vous disais, si on a une application, l'idée dans un pentest, c'est qu'on va essayer de chercher des features qu'on peut exploiter, et dans certains cas, on va trouver une feature qui nous permet d'exécuter du code ou de faire des injections de commandes ou ce genre de choses. Ça, c'est vraiment le saint graal en pentest. On est très content quand on trouve ça. Et ensuite, on va utiliser ce type de faille pour pouvoir exécuter du code sur la machine et récupérer un shell via un reverse shell pour continuer notre pentest et aller plus loin si on peut. Pour ça, il y a diverses méthodes pour RCE, mais qui ne seront pas abordées dans ce talk parce qu'ils seront abordés dans le talk juste après par M. Laluca. Et il y a aussi différents write-up de RCE dans plein de cas différents. Voilà. Donc si vous avez besoin de RCE, demandez à Laluca, ce sera le talk de juste après. Moi, je vais me placer dans le cas où on a déjà une RCE, on a déjà une injection de code, et le but, ce sera de faire un reverse shell pour que cette RCE devienne un vrai shell propre. Donc, pour contexte, des payloads de reverse shell, il y en a déjà plein qui existent sur Internet. Donc, dans la plupart des cas, on n'a pas besoin d'en créer. Mais c'est très intéressant de savoir en créer. Et je vais vous montrer après pourquoi, avec un exemple concret sur un vieux serveur IBM sur lequel je suis tombé, où en fait, il n'y avait aucune payload qui fonctionnait parce que c'était des architectures un petit peu custom. Donc le but de ce talk, c'est vraiment de voir comment on peut en fabriquer à partir de rien. Donc voici un petit setup dans lequel j'avais mon PC d'attaquant qui essayait de se connecter à un serveur IBM AIX 7.1 qui était presque du mainframe, qui était un peu shady. Et sur ce serveur, il y avait une application qui tournait qui s'appelait Microfocus Enterprise Server, sur lequel on avait une page de login web, tranquillement, qui n'avait pas de login, une page d'administration mais sans login, sur lequel on peut gérer des conteneurs qui vont démarrer des applications qui sont écrites en COBOL. Donc un petit peu comme Tomcat le ferait sur des points jar, en fait ces applications, on va pouvoir les démarrer, on va pouvoir les stopper, on va pouvoir les gérer depuis cette application web. Et cette application web, elle est non authentifiée, donc juste on se connecte au port 86, on a accès à cette application et c'est la fête. Et à partir de là, il n'y avait pas de recherche qui était dispo à ce moment-là sur ce type d'application. Donc j'ai creusé un petit peu pour voir est-ce qu'on peut en faire quelque chose ou pas forcément. Des fois, on ne peut pas. Et en cherchant un petit peu,
on voit qu'on peut créer des conteneurs. Donc on peut créer des nouveaux conteneurs, tout comme sur Tomcat, on peut uploader de nouvelles applications. Là, on pouvait créer des nouveaux conteneurs. Et cette page de création de conteneurs, elle est très intéressante pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle nous propose de mettre un startup script qui est écrit en KSH. Donc c'est un type de shell qui est sur la vieille machine des AIX et des IBM. Donc on peut écrire un shell en KSH qui sera démarré avant le conteneur. Et l'autre truc qui est hyper intéressant et qui met la puce à l'oreille d'un pentester, c'est qu'on peut choisir le user ID en tant que qui le process tourne. Donc ça, généralement, ça pue. Ça veut dire que si on peut choisir le user ID pour avoir les droits de lancer en tant que n'importe qui, c'est-à-dire que l'application tourne en route derrière. Donc c'est très intéressant pour la suite, ça. Donc là, j'étais dans ce cas-là en me disant, bon, bah, on est sur une application web, on sait qu'on a une RCE, là, on peut exécuter du code là-dedans, mais on ne sait pas quoi en faire. Donc on ne peut pas avoir de shell facilement. Pour savoir quels sont les binaires qui sont sur la machine et comment on peut faire un reverse shell, il faut déjà qu'on sache un petit peu quels sont les binaires qui sont sur la machine. Donc pour ça, le meilleur moyen, vu qu'on n'avait aucun retour depuis l'application web, c'est de tester des payloads qui vont se connecter à nous, donc des wget, des curls, ce genre de choses, qui vont se connecter à une adresse web. Comme ça, bah, si on a un retour, on sait que ce binaire a été exécuté et que ça marche bien. Donc on fait ce genre de payload, on espère une réponse. Bon, il y avait curl n'était pas là, get n'était pas là, mais il y avait wget. Donc ça, déjà, c'est un bon début. C'est-à-dire qu'on va pouvoir exfiltrer des données du serveur en envoyant des données, quoi. L'avantage de ça, de wget, c'est que bah, on peut mettre plusieurs paramètres, et notamment, il y a un paramètre qui est très simple à utiliser pour exfiltrer des résultats de commande, c'est le paramètre user-agent, qui nous permet directement de mettre en user-agent le résultat d'une commande, ici which Python 3, qui nous permet de savoir directement, bah, dans la requête qu'on reçoit, on regarde le user-agent, on a la réponse, et on peut tout de suite savoir si ça a marché ou pas. Donc voilà, si le user agent est vide, ça veut dire qu'il n'y avait pas le binaire sur la machine, donc il n'y avait pas Python 3 en l'occurrence. Et si le user agent est plein, ça veut dire que bah, on a le chemin direct vers le binaire, donc on sait qu'il est là et on sait où il est. Donc maintenant qu'on a ça, moi ce que je me suis demandé, c'est comment on peut fabriquer un reverse shell avec ça. Donc pour ça, je me suis déjà demandé quels sont, dans les types de reverse shell qu'on connaît, qu'on a tous fait sur Hack the Box, sur RootMe, sur ce genre de choses, je me suis demandé un petit peu les différents types de reverse shell qu'il y avait. Et dans les différents types de reverse shell, il y a voilà, les reverse shell persistants, qui sont entre guillemets les mieux, parce que voilà, d'une ligne à l'autre, on garde les variables d'environnement, on peut changer de... Voilà, on peut faire cd/tmp, on sera bien dans /tmp. Après, il y a les shells qui sont non interactifs, qui sont voilà, des shells un peu classiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer un CTRL-C, sinon on casse notre shell. On ne peut pas utiliser les flèches, parce que sinon bah, ils ne seront pas interprétés par le shell. Et le Saint Graal, c'est les shells qui sont persistants et interactifs. C'est-à-dire qu'on peut utiliser Vim, Nano, ce qu'on veut, en envoyant des contrôles dans tous les sens. Ça passe. Ça, c'est vraiment cool. Donc, maintenant qu'on sait ça, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait découper les payloads existantes en petits blocs, en gros? Comment on pourrait théoriser ça pour essayer de refabriquer des reverse shells avec un peu n'importe quoi? En fait, on se rend compte que tous les reverse shells sont basés sur ces simples éléments-là. C'est quasiment tous les mêmes. Et pour tous les reverse shells, il y a un lanceur. Donc le lanceur, ça va être par exemple Python 3. On fait Python 3 d'une grande payload. Le lanceur, c'est Python 3. La payload, c'est tout le script qu'on lui met en entrée. Ensuite, dans la payload, on a plusieurs trucs. On a la liaison montante et la liaison descendante, donc qui va nous permettre d'envoyer des commandes vers notre attaquant et de recevoir des commandes depuis notre attaquant. Donc ça, c'est ce qui est géré généralement par les sockets Netcat, ce genre de choses. Et à la fin, on a un exécuteur qui va, en entrée, prendre la commande qui a été reçue de l'attaquant et en sortie, exfiltrer la réponse. Donc ça, si on prend un exemple sur ce que je vous disais avec Python, on voit que le launcher, c'est Python, ici, et ensuite la payload, c'est tout l'élément qui est en vert. Et ensuite, si on déconstruit cette payload, en regardant à l'intérieur, on voit bien notre socket qui nous crée une liaison full duplex, qui est du coup le downlink et le uplink, liaison montante et descendante. Ici, on connecte tout ce qui est stdin et stdout sur les bons endroits. Donc stdin, c'est le downlink, c'est ce qui vient depuis le socket, et stdout et stdr, on les met sur le uplink, ce qui repart dans le socket. Et à la fin, on voit bien notre exécuteur, qui est voilà, le bin sh, qui va prendre les commandes en entrée et les sortir en sortie. Donc on a un downlink qui attend pour une commande, qui envoie cette commande à l'exécuteur, et qui envoie le résultat après directement dans le uplink. Et après, on boucle. Et ça va nous donner la base de la plupart des reverse shells qui existent. Donc si on reprend notre commande du début, que je vous montrais dans l'exemple, cette commande elle est assez simple, dans le sens où on crée un tube nommé, donc c'est un tube Unix, dans lequel à chaque fois qu'on met une charge en entrée, elle ressort en sortie, c'est le principe d'un tube. Ce qu'on fait, c'est qu'on cat ce tube, on l'envoie dans binsh, donc ça va exécuter tout ce qui sort de ce tube dans binsh,
et la sortie ira dans le netcat. Mais donc tout ce qui rentre dans le netcat repart vers le serveur, et après tout ce qui arrive dans le netcat arrive dans /tmp. Donc ça retourne ici directement. Et ça, si on remet le contexte du schéma que je vous ai montré dessus, voici ce que ça nous donne. Et on revoit bien tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure, avec le downlink, donc les commandes qui arrivent depuis l'attaquant, l'exécuteur qui va exécuter les commandes, et le uplink qui prend les commandes en entrée et qui va récupérer les commandes en sortie. Cette partie-là, voilà, c'est un morceau de downlink en fait qu'on voit à la fin. Là. Et on a bien toujours cette boucle. Donc maintenant, si on revient sur cette application, où concrètement, je n'ai rien sur la machine à part wget. Et il n'y a pas Python, il n'y a pas Perl, il n'y a aucun langage de scripting. On ne peut pas coder en C un reverse shell, parce que ça aussi, ça peut être l'option pratique, c'est de coder un reverse shell en C et d'uploader le binaire sur la machine. Mais comme c'est un IBM AIX 7.1, enfin l'ellipse, c'est impossible hein, de compiler ça proprement. Donc c'était bien plus simple de faire ça en shell. Du coup, on a une RCE, mais on ne peut pas faire de reverse shell. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les éléments qu'on a. On sait qu'on a wget, donc ça c'est bien. On n'a aucun programme évident, il n'y a pas Python, il n'y a pas Perl, on ne peut pas faire de trucs C, c'est l'enfer. Mais on sait qu'on peut exfiltrer des données via le user agent, donc avec la fameuse commande que je vous montrais tout à l'heure. Du coup, on pourrait peut-être utiliser ça en tant que downlink et uplink. On pourrait l'utiliser pour envoyer les données et recevoir. Après, notre exécuteur, ce sera un shell, un KSH, un SH, on pourra en trouver ça. Mais c'est le uplink et le downlink qui sont souvent compliqués à trouver sur les machines. Donc maintenant qu'on a ça, bah, c'est magnifique parce qu'on va le tourner on va le transformer en reverse shell, fatalement. Vu qu'on a notre exécuteur, qui est ici, et notre uplink qui va nous servir de wget pour envoyer les données vers l'attaquant qu'on veut. Donc c'est parfait. Alors, si on fait un petit essai, voici ce que ça pourrait donner, un début de payload, où on va juste faire un wget vers une IP et un port qu'on lui spécifie. En face, on peut juste ouvrir un listener netcat tout bête, sur lequel il n'y a pas un vrai serveur web, mais qui va juste écouter et attendre la requête web. Ici, on va avoir du coup un wget normal, -q pour qu'il soit silent et qu'il n'y ait vraiment rien dans le shell. User agent, on lui met la commande qu'on veut et je redirige stdr dans stdout. Comme ça, on a vraiment toutes les erreurs, même s'il y en a. Et output file dev nul, comme ça on n'écrit rien sur la machine. On est directement in memory. Et là, si on fait ça, bah, on a bien notre requête qui fonctionne bien avec notre UID et tout qui passe dans le user agent. Parfait. Donc là, on a un début de choses qui commence à se construire, c'est bien. Maintenant, le souci, c'est cette payload-là, elle est cool. On a bien un résultat dans le user agent, mais qu'est-ce qui se passe si on fait une commande qui a du multiline? Là, c'est embêtant parce que le multiline n'est pas du tout valide d'un point de vue de la RFC. Et du coup, bah, si on a du multiline, ça va s'afficher comme ça. Donc nous, si on listen dans un netcat, il n'y aura pas de problème parce que ce ne sera pas parsé. Mais si on veut l'automatiser avec un script Python ou quelque chose qui va parser le contenu du user agent, ça va être embêtant parce que ça, c'est absolument pas valide. Donc le souci, c'est qu'il va falloir qu'on encode ça et qu'on fasse d'autres choses pour pouvoir l'automatiser et le scripter mieux. Donc là, on a deux options. Soit on passe par une requête POST, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va falloir qu'on écrive un fichier sur la machine, qu'on le passe en paramètre du wget et qu'on le poste, qu'on fasse ce genre de choses. Ou soit on prend tout bêtement, on va encoder tout en base64 et mettre un user agent de 15 km. Et bah, c'est ce qu'on va faire du coup. Maintenant qu'on a un user agent de 15 km, c'est tout à fait valide d'un point de vue HTTP, même si c'est illisible. Et c'est beaucoup plus simple, parce que base64, c'est un binaire qui est quasiment présent sur toutes les machines. Donc, par défaut, là, j'ai testé, il y avait wget et il y avait base64. Donc, parfait. Autant faire comme ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. On a directement le user agent, du coup, qui fait 1 km. Et voilà, on peut exfiltrer les commandes qu'on veut. C'est le ls-lha de tout à l'heure, là, que vous voyez ici. Donc, si on résume, du côté du serveur victime, on a wget, on a base64. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire une boucle while true en shell qui va juste attendre une commande. Donc en faisant un wget vers un endpoint pour récupérer le contenu d'une page, on attend une commande, on l'envoie dans notre exécuteur, donc dans le KSH par exemple, et on renvoie le résultat via l'exécuteur et le wget que vous avez vu avec le user agent. Donc ça, c'est macroscopiquement, voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, non macroscopiquement, ça ressemble à ça. Donc c'est assez illisible le shell, hein, malheureusement. Et quand on lit ça, ça ne nous saute pas tout à fait aux yeux ce qui se passe, mais quand on remet les blocs aux bons endroits, on revoit bien cette partie-là avec le wget vers un port qui listen pour récupérer la commande. Donc on met tout dans dev nul, comme ça il n'y a rien, on a juste la sortie de cette commande-là qui sera stockée. Et ensuite, on voit bien notre uplink qui va l'envoyer et notre exécuteur de tout à l'heure. On a bien tout à fait ces trois éléments dans un while true qui tourne et qui boucle.
Du côté de l'attaquant, donc il va falloir qu'on fasse une console qui va nous permettre d'exécuter des commandes sur ce shell. Donc cette console, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un input, donc on va récupérer les commandes que l'attaquant veut taper. On va les envoyer sur un port, donc le port qui était utilisé ici pour listen, ce port-là. On va les envoyer sur ce port-là. On va attendre que la machine distante ait exécuté et nous renvoie la réponse. Et une fois que la réponse a été renvoyée, eh ben, c'est tout simple, il suffit de la décoder le bus 64, l'afficher et retourner dans la boucle et revenir au niveau du input. Voici ce que ça donne du coup en shell, parce que j'ai écrit les deux morceaux en shell. C'est pas beau, mais ça marche très bien. Et j'avais fait une petite fonction remote exec, en gros, qui nous fait toute la partie exécution remote, donc qui envoie la payload et qui attend que ça revienne. Et voilà, en gros, on fait un while true, on attend, et on envoie à chaque fois donc, les commandes sur ce port. Le "-w1" que vous voyez là sur le netcat, c'est très important parce que vu que c'est un shell un petit peu bizarre, wget ne ferme pas la connexion si la connexion n'est pas fermée en face. Donc typiquement, en se mettant sur netcat, on ouvre un netcat et on envoie une commande, wget ne se terminera jamais, donc on ne pourra pas continuer dans le script si on n'a pas kill le netcat. Donc ce shell-là est limité dans le fait où on ne peut pas descendre à moins d'une commande par seconde, c'est-à-dire que le minimum qu'on fera, ce sera une commande toutes les secondes, quoi. Parce qu'à chaque fois, il faut qu'il se fasse kill par le netcat pour dire « Ok, le wget a bien reçu le truc et il continue ». Alors ça, voilà, c'est une petite vision macroscopique de à quoi ça ressemble, avec à gauche le shell en listener, donc c'est ce qui sera sur la machine. À droite, l'exemple de la sortie de ma console. J'ai rajouté un petit prompt qui se crée automatiquement parce que c'est beau, les couleurs, il faut toujours mettre des couleurs quand on peut. Et ici, on voit ce qui se passe sur la partie Wireshark, on voit bien toutes les requêtes HTTP passées, avec des grandes payloads dans les user agents, donc bon, très facilement détectable, mais pratique. Donc maintenant qu'on a ça, bah, c'est tout bête, on va mettre notre payload de reverse shell ici, et on va lui dire, bah, tant qu'à faire, tourne avec le UID root. Comme ça, tant mieux, quoi. Et là, boum, on a directement... Ah, j'avais un screen entre les deux. Grâce à ce reverse shell, en fait, on peut du coup uploader une clé SSH ou carrément se filer les droits sudo. Ici, moi, j'avais rajouté les droits sudo à mon utilisateur Pentest, qui était un utilisateur basique. Et boum, on a directement root, parce que voilà, on s'est rajouté les droits. Et comme on tournait en tant que root dans l'application, bah, c'est tout bête, on a directement un shell root très facilement. Et ça, c'était compliqué à voir en blind, vu qu'on est complètement en blind et qu'on n'avait aucun binaire sur la machine et qu'on ne pouvait pas savoir quel binaire était là. C'était un petit peu compliqué à préparer. Donc s'il y a vraiment un truc qu'il faut que vous reteniez de Stalk, c'est vraiment ce schéma-là, parce que c'est un schéma qui s'applique dans la plupart des reverse shell, et que dès que vous avez besoin de construire un reverse shell, si vous trouvez un exécuteur, c'est simple à trouver sur une machine. Des KSH, des SH, il y en a partout, on peut en trouver beaucoup. Mais un downlink ou un uplink, ça peut être beaucoup plus compliqué. Dans le sens où la plupart du temps, on utilise netcat, parce que ça fait les deux, downlink et uplink. Mais là, dans mon cas, pour le wget, j'ai dû utiliser deux wget avec deux ports différents, et switcher de l'un à l'autre en fait. Donc les downlink et l'uplink, si vous trouvez ça, vous savez que vous pouvez faire un reverse shell quasiment à tous les coups. Et si vous avez downlink, uplink et exécuteur, il suffit juste de scripter un petit peu pour les connecter entre eux, donc soit en one-liner bash, soit dans un script bash carrément, et vous pouvez directement avoir un reverse shell à peu près n'importe où avec les binaires que vous voulez, du moment que vous avez uplink, downlink et exécuteur. Voilà, merci beaucoup pour m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Et encore un grand merci à Hack2G2 pour m'avoir invité et bon courage pour tous les problèmes techniques.